Donc, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce premier webinaire à destination des acteurs locaux des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Donc, ce webinaire est consacré au changement des pratiques de gestion des eaux pluviales urbaines en vue de s'adapter notamment au changement climatique. Alors, bienvenue aussi à tous les autres acteurs des autres départements qui se joignent à nous, pour cette heure et demie. Donc ce webinaire vous est proposé par un réseau d'acteurs locaux, à savoir l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pôle de développement économique régional de la filière eau Aqua-Vallée, les conseils départementaux donc des 4 départements, de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, ainsi que de l'Office de l'eau. Donc moi, je suis Cyril Gachelin, je travaille à l'Office international de l'eau et donc j'ai le plaisir d'animer ce premier temps d'échange consacré à la prise de compétences gestion des eaux pluviales urbaines. Alors je vous le dis, c'est le premier temps, nous aurons un deuxième temps, j'en reparlerai un peu plus tard au mois de juillet. Alors, quelques petites règles au sujet de ce webinaire. Comme vous êtes relativement nombreux à le suivre, déjà, je vous en remercie, mais pour que l'exercice se déroule correctement, je vais vous demander donc de conserver vos micros coupés. Vos micros sont à l'heure actuelle coupés. Sinon, on risque une cacophonie générale. Et donc, en conséquence, si vous avez des questions à poser, ça va se faire via le forum de discussion. Donc j'ai 2 collègues qui sont avec moi, qui vont être en charge d'animer ce forum et de recueillir vos questions. Et lors des temps d'échange qu'on aura, elles vont retranscrire les questions que vous allez poser. Voilà. Pour trouver le forum de discussion, tout en bas de votre écran, vous avez un petit onglet discussion et en cliquant sur le bouton, vous faites apparaître le forum de discussion. Alors, je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et qu'il sera mis en disposition en replay, soit sans doute lundi. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, il faut maintenir votre caméra fermée, sinon évidemment vous serez enregistré. Voilà, j'ai fini mes petites recommandations d'usage. Voilà, il y a encore un petit peu de monde qui ne s'est pas connecté, mais les gens vont arriver au fur et à mesure. Et donc, je vous propose de débuter dès maintenant. Et donc, je vais commencer par partager mon écran. Hop là, voilà. Donc, comme je l'ai dit en introduction, un cycle de webinaires consacré à la gestion des eaux pluviales urbaines face au changement climatique, avec un premier temps d'échange aujourd'hui qui est sur l'exercice de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Nous aurons au cours de ce temps d'échange quatre parties, pardon, je vois que ça ne défilait pas. La première partie sera consacrée au contexte, donc le contexte du changement climatique aujourd'hui à mettre en relation avec nos pratiques à la fois d'urbanisation et de gestion des eaux pluviales urbaines, suivi d'une seconde partie sur l'exercice de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Qui possède cette compétence? Quel est son financement? Comment est-ce que ça s'articule notamment avec les autres compétences en lien avec l'eau? En troisième partie, les outils des collectivités pour adapter leurs pratiques de gestion. Et enfin, pour terminer, une partie un petit peu plus ludique avec des photos sur les bonnes pratiques qui sont aujourd'hui recommandées en termes de gestion des eaux pluviales. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, entre chaque partie, nous aurons un petit temps d'échange. Et donc pour ces temps d'échange, n'hésitez pas à poser vos questions dans le forum de discussion. Alors, on va attaquer tout de suite avec la première partie, donc consacrée au contexte du changement climatique. Alors, je dois le dire en introduction, je ne suis pas météorologue, je suis encore moins climatologue, et donc ce que je vais vous donner là est juste une retranscription de données fournies par Météo France et notamment de communications qui ont été faites dans le cadre des Assises nationales de la gestion des eaux pluviales qui ont eu lieu à Douai il y a maintenant 2 ans. Et donc, la première chose, on va parler des prévisions de température. Pourquoi? Parce que dans les années qui arrivent, nous allons avoir chaud, voire très chaud.
Les prévisions, donc là je vous mets, bon, c'est des simulations, hein, mais les prévisions de température, voilà ce qu'on peut en tirer globalement. Des augmentations de température à prévoir à l'échelle du territoire, de l'ordre de plus de degrés de température moyenne annuelle à horizon 2030, donc d'ici moins de 10 ans, et de plus 5 à plus 7 degrés de température moyenne annuelle à un horizon 2071. Ce qui veut dire globalement que les canicules qu'on subit aujourd'hui deviendront une normale d'ici une quarantaine d'années. Donc voilà, quand je dis qu'on va avoir chaud, c'est qu'on va avoir effectivement sans doute très chaud. Et en plus, ces épisodes vont se traduire donc par des épisodes de sécheresse plus nombreux, avec un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser 20. Voilà, donc vraiment, hein, ce qu'on rencontre aujourd'hui de manière un petit peu épisodique en été va devenir une normale plus tard. Alors tout ça, c'est à mettre en relation avec notre manière d'urbaniser, et notamment un certain nombre de points qui vont être aggravants vis-à-vis de cette vague de chaleur. Le premier point, donc là je vous l'illustre avec un bâtiment qui est en construction, on le voit bien dans la partie basse, hein, c'est des matériaux, notamment ici de l'enrobé, de couleur sombre. Alors la couleur sombre, tout comme les bétons qui sont utilisés, ont une forte faculté à capter la chaleur et à la redistribuer dans les périodes plus fraîches, ce qui fait que quand il fait chaud, il va faire chaud, y compris la nuit, puisqu'on va avoir une grosse rediffusion de la chaleur. L'autre souci qu'on rencontre, c'est des constructions plutôt en hauteur qui vont avoir tendance à freiner le vent, à empêcher la ventilation des villes, et donc à empêcher un rafraîchissement nocturne naturel. Troisième point qu'il faut noter, c'est aujourd'hui, face à cette chaleur, on a tendance à systématiser la climatisation. Donc systématiser le fait d'aller prendre des calories et les relarguer vers l'extérieur, donc à réchauffer aussi mécaniquement, hein, nos extérieurs. Et puis le dernier point qu'il faut signaler dans notre urbanisation aujourd'hui, c'est la faiblesse, hein, des espaces dédiés à la nature, puisque le pourcentage aujourd'hui, hein, d'espaces verts sur nos aménagements est extrêmement faible. Voilà. Et c'est vrai que la nature, on va le voir après, a une forte faculté, une forte affinité avec l'eau déjà, et une forte faculté à apporter de la fraîcheur, à évapotranspirer cette eau pour apporter de la fraîcheur. Deuxième partie des prévisions météo, plutôt les prévisions de type pluviométrie. Alors, les prévisions nous disent que globalement, la quantité annuelle de pluie devrait être à peu près identique à l'heure actuelle, à plus ou moins 20% près selon les simulations, mais avec un profil de pluie complètement différent. Donc un renforcement très fort des très fortes pluies, hein, des précipitations extrêmes, sur la totalité du territoire. Alors déjà, sur le territoire de l'arc méditerranéen, c'est assez marqué, mais ça va se marquer de manière encore plus importante. Et donc, tous les orages méditerranéens, tous les orages de type cévenol sont amenés sans aucun doute à se multiplier, hein, dans les années qui arrivent. Or, c'est ces orages qui quand même sont relativement compliqués à gérer. C'est des orages qui vont être du type plutôt ruisselant pour les sols, ne pas rentrer dans les sols et ne pas faire rentrer l'eau dans son cycle naturel, hein, d'infiltration et d'eau utile, hein, globalement. Et donc, il y a à craindre derrière d'autres problématiques du type des grosses pénuries d'eau à des fins d'eau potable, des pénuries d'eau à des fins d'irrigation, etc. Alors tout ça, c'est à mettre encore une fois en relation avec notre manière d'urbaniser, et notamment, je ne sais pas qui c'est qui dessine sur l'écran, notre manière d'urbaniser avec une augmentation des volumes générés très rapide, notamment liée à une urbanisation très rapide. Alors là, il y a eu une illustration qui a défilé. Je suis désolé, je suis un tout petit peu troublé par la personne qui est en train de dessiner à l'écran. Alors je vais lui la remercier d'arrêter.
Cynthia, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, je te remercie. Donc, une augmentation des volumes à gérer en lien avec l'urbanisation très rapide, hein, donc avec une forte imperméabilisation des sols. Tout ça depuis un temps relativement court, hein, on est à peu près sur 70 ans, et donc qui engendre derrière de l'eau qui ne va plus vers le cycle naturel, qui va plutôt vers le cycle artificiel de la gestion des eaux pluviales. Et donc, ce qui entraîne derrière tout ça une importante quantité d'eau et des volumes très importants à gérer. Alors, quelques chiffres un petit peu sur cette urbanisation. Comment est-ce qu'on peut effacer bon. Tac, 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 je suis désolé, je cherche à effacer en même temps les belles écritures, mais je n'y arrive pas. Donc, quelques chiffres un petit peu sur l'augmentation de l'artificialisation des sols pour commencer, hein. Alors, l'artificialisation des sols veut dire des constructions nouvelles, donc une occupation du sol nouvelle, pas forcément de manière imperméabilisée, mais voilà, une extension de notre urbanisation. Alors, ces données donc, sont issues des données publiées par le Conseil départemental en économie, montrent que globalement, on a une artificialisation extrêmement rapide aujourd'hui, hein. Donc, vous voyez les chiffres, on est passé à l'échelle du territoire de 8,3% d'urbanisation à 9,3% en moins de 10 ans, ce qui nous fait dire qu'à l'heure actuelle, on a un pourcentage, hein, voilà, on augmente à peu près l'artificialisation des sols en France de l'ordre de 1% tous les 10 ans, ce qui correspond à peu près à, pour simplifier, à un département hein, qui s'urbanise, sur la surface équivalente d'un département qui s'urbanise tous les 10 ans. Avec là encore des fortes disparités aujourd'hui, avec notamment des grosses artificialisations au niveau des pôles urbains. Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, voilà, sont des endroits où l'artificialisation des sols est très rapide, pardon, puisque l'augmentation des populations aussi est très rapide. Alors, l'autre constat qu'on a, c'est que soit on artificialise, mais on artificialise de plus en plus imperméable. Vous avez ici le graphique qui traduit l'imperméabilisation des sols, et ce graphique augmente beaucoup plus vite que l'artificialisation. On urbanise aujourd'hui, mais on urbanise très imperméable. Et donc, on perd à travers ça toute la faculté de l'eau à s'infiltrer dans les sols et puis à rentrer dans son cycle naturel. Les prévisions qu'on a à droite sont même relativement inquiétantes puisque tôt ou tard, on risque d'avoir une surface imperméabilisée qui va quasiment tendre vers la surface urbanisée. Voilà. Alors, en termes de gestion des eaux pluviales, on a aussi un certain nombre de facteurs aggravants. Le premier facteur aggravant, c'est celui-ci, c'est la mise en place systématique de réseaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales. Alors ces réseaux, j'ai coutume de dire que c'est des véritables autoroutes à gouttes d'eau. Ils vont avoir la capacité à concentrer toutes les gouttes d'eau et à les évacuer de manière relativement rapide, puisqu'on dimensionne quand même des réseaux pour qu'ils coulent relativement vite, et donc vont nous générer à l'aval des afflux d'eau très très importants, et notamment des inondations dans les milieux aquatiques. En parallèle de ça, ces réseaux vont, en collectant les eaux pluviales sur des grandes surfaces, venir concentrer toutes les pollutions de ces mêmes surfaces en un même point, l'exutoire du réseau, et on va avoir de même un certain nombre de problèmes en termes de maintien de la qualité de l'eau, en termes de pollution à l'aval de nos réseaux. Et ça, c'est extrêmement important, notamment quand on a des usages à l'aval des réseaux qui sont fondamentaux. On peut penser sur l'arc méditerranéen, toute la partie baignade, toute la partie ostréicole. Plus on va mettre en place de réseaux, plus on va concentrer ces polluants et plus on a des risques d'avoir des dégradations. Autre facteur aggravant, la modification des tracés des cours d'eau et l'urbanisation des rives.
on a, alors là je vous mets une petite illustration hein, qui est à Nice, hein, qui n'est pas sur votre secteur, mais bon, qui permet de bien voir les choses. On a ces dernières années perdu les zones inondables, perdu la plupart des cours d'eau, soit en construisant dessus, soit en les recouvrant. Or, toutes nos zones humides aujourd'hui, c'est des réserves tampons, c'est des réserves d'eau qui peuvent nous servir et qui servent à réalimenter les milieux aquatiques lors des sécheresses. Et donc, si on les fait disparaître, c'est comme si on asséchait nos éponges et derrière, on aura beaucoup moins d'eau utile. Dernier point, la faiblesse des espaces gérés par les techniques naturelles. Hein, voilà, clairement, il faut le dire, hein, la nature est bien faite, la nature, la végétation aime l'eau, hein, elle se développe grâce à l'eau, elle évapotranspire l'eau en l'absorbant et grâce à cette évapotranspiration, elle va venir faire un petit rafraîchissement de l'atmosphère. Elle va aussi, quand c'est des arbres, faire des ombrages qui vont nous permettre de nous protéger contre les températures importantes. Donc, la faiblesse hein, de l'utilisation aujourd'hui de la végétation dans nos aménagements contribue aussi tout simplement à la sensation de chaleur, hein, à ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Et sans parler d'un certain cadre de vie, hein, où il est quand même beaucoup plus agréable de se promener dans une végétation à l'ombre que de se promener sur une dalle en plein soleil. Et donc, pour résumer un petit peu le contexte des choses, les enjeux de la gestion des eaux pluviales aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est soit des enjeux historiques, réduire les inondations urbaines, réduire les pollutions des milieux aquatiques, mais c'est des nouveaux enjeux qui aujourd'hui s'ajoutent, comme s'adapter au changement climatique. Alors je parle bien de s'adapter, hein, je ne parle pas de résoudre le changement climatique. Hein, voilà. Améliorer notre cadre de vie, tout au moins maintenir un cadre de vie acceptable, et puis maintenir une certaine dose de biodiversité à travers nos aménagements. Donc voilà un petit peu pour commencer et pour situer le contexte de ce dont on va parler donc sur ce webinaire et sur les prochains webinaires. Je vais maintenant me retourner, j'ai fini la première partie, je vais me retourner vers ma collègue pour savoir s'il y a eu des questions qui sont posées dans le chat. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc bonjour à tous, pour l'instant il n'y a pas de questions, juste un commentaire. Passer de 8 à 9%, ça fait 15% d'augmentation. Donc c'était sur la diapositive. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. C'est juste. Hein. Ouais. Mais pas de questions, donc n'hésitez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Si vous ne posez pas de questions, on va aller très vite et à 11h30, on ira manger, quoi. Mais bon, voilà. Dans ce cas-là, je vais passer à la deuxième partie qui aura, j'espère, aura un petit peu plus de succès en termes de questions. Et donc, on va parler maintenant de l'exercice de la gestion des eaux de la compétence, gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, cette compétence gestion des eaux pluviales urbaines est une compétence récente. Pourquoi je dis récente? Parce qu'elle a été créée en 2011. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gestion des eaux pluviales au niveau des collectivités auparavant, mais que ça n'était pas une compétence qui était obligatoire. Donc, elle a été créée en 2011 suite au Grenelle 2 pour l'environnement, avec l'instauration d'un financement via ce qui s'appelait à l'époque la taxe eaux pluviales. La loi de finances 2015 a abrogé toute cette réglementation, y compris le financement, donc en fin 2014. Et il a fallu attendre août 2015 pour voir réapparaître dans le Code général des collectivités cette fameuse compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Et donc, je vous mets l'article immédiatement, histoire qu'on puisse le lire. Donc, on est à l'article 22-26.1 du Code général des collectivités, et cet article nous dit « La gestion des eaux pluviales urbaines, correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Alors, j'ai volontairement lu l'intégralité de l'article puisque tous les mots sont importants dedans. Et notamment, la première chose, c'est le périmètre.
sur quel périmètre la collectivité est-elle compétente. Donc, il est marqué dans l'article du Code général des collectivités, les aires urbaines. Alors, qu'est-ce que c'est que les aires urbaines? Ça, c'est une bonne question, puisque le législateur ne l'a pas précisé dans son texte de loi ou dans les décrets qui ont découlé. Et donc, il a fallu attendre une note d'information du 28 août 2018 de la Direction générale des collectivités locales, suite à un certain nombre de questions, pour qu'on ait une première définition de ce qu'on appelait aire urbaine au sens de la gestion des eaux pluviales urbaines. Et donc, que nous dit-on? Le service public administratif de gestion des eaux pluviales doit être exercé par l'ensemble des collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris en zone rurale. C'est-à-dire que aire urbaine ne renvoie pas uniquement vers des grosses villes, ça s'applique aussi dans des petites villes, dans des zones rurales. Et donc, il faut entendre les eaux pluviales urbaines au sens des eaux pluviales qui tombent sur les zones urbaines ou sur les zones à urbaniser, ouvertes à l'urbanisation, au sens des documents d'urbanisme. C'est-à-dire, globalement, dans les PLU, les zones urbaines, c'est les zones U, ou les zones à urbaniser, c'est les zones AU. Et donc, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, telle que définie aujourd'hui par le législateur, ne s'applique que sur cette partie-là du territoire. Donc, il faudra qu'on s'intéresse dans une deuxième partie de cette intervention sur le reste du territoire, comment est-ce qu'il va être géré. Alors, autre question aussi, il n'y a pas des plans locaux d'urbanisme dans toutes les collectivités. Et notamment, il y a encore des endroits où on a des cordes communales, ou voire même on a juste un règlement. Et donc, le législateur nous dit aussi que dans les secteurs non couverts par un document d'urbanisme, c'est à appréciation de l'autorité locale en fonction de la densité de construction, en fonction de la densité d'équipement, donc globalement en fonction de l'imperméabilisation. Dans des secteurs, voilà, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cette compétence gestion des eaux pluviales urbaines s'applique là où on est venu imperméabiliser ou là où on va imperméabiliser. Donc les zones urbaines, les zones U, les zones AU au sens du PLU, ou à défaut, les zones où on est venu faire une densification suffisamment importante de notre urbanisation. Et donc voilà, bien comprendre que ça s'applique dans les grandes villes, mais ça s'applique aussi dans les petits villages, dans les centres-bourgs des petits villages où on a une densité d'habitation suffisamment importante, ou dans des écarts où la densité d'habitation est suffisamment importante aussi. Alors, une illustration immédiatement. Donc, pour illustrer ça, je vous ai pris la commune où j'habite. Ce n'est pas pour faire de la pub, il n'y a pas de tourisme chez nous, mais c'est juste parce que j'ai les données. Donc, voilà l'extrait de la carte IGN de la commune où j'habite, et donc sur laquelle je suis venu superposer le plan local d'urbanisme. Donc, dans ce plan local d'urbanisme, on voit des zones rouges, qui sont les zones urbaines, UA, UB, UC, etc. Sur l'extrait que j'ai ici, il n'y a pas de zone à urbaniser, donc il n'y a pas de zone AU, mais globalement, voilà où s'applique la compétence gestion des eaux pluviales urbaines uniquement sur les tâches rouges du plan local d'urbanisme. Ça veut dire que sur les autres tâches de couleur, sur les zones A qui sont des zones agricoles et sur les zones N qui sont des zones naturelles, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines ne s'applique pas. Autre chose importante, il y a eu lors de la création de cette compétence, au début, un petit peu de flou sur l'articulation entre la compétence assainissement, la compétence historique assainissement, et cette nouvelle compétence gestion des eaux pluviales urbaines. En effet, la compétence assainissement, telle que définie aujourd'hui, est complètement dissociée de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. L'assainissement, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la gestion des eaux usées strictes, donc des réseaux d'eau usée stricts, et la gestion des réseaux unitaires. Or, dans ces réseaux unitaires, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les réseaux unitaires, c'est un mélange des eaux usées et des eaux pluviales. Or, dans ces réseaux unitaires, il y a des eaux pluviales, il faut être clair. Mais la compétence gestion des eaux pluviales urbaines ne s'applique pas sur ces réseaux unitaires. On est sur une compétence purement assainissement.
La compétence gestion des eaux pluviales urbaines ne renferme que les eaux pluviales strictes. Voilà, pas d'eau usée dedans. Alors c'est important parce qu'en termes de financement, on n'est pas du tout non plus sur les mêmes financements, ni même sur les mêmes mécanismes de gestion. La compétence assainissement, c'est un service public industriel et commercial, un SPIC pour les spécialistes, et donc qui fait l'objet d'un budget annexe au budget de la collectivité, et avec un paiement pour services rendus de la part des usagers. On le verra après, la gestion des eaux pluviales urbaines n'est pas du tout gérée de la même manière, aussi bien en termes de compétences que de redevances, voilà, que de paiement. Et donc là, il y a effectivement un gros travail à faire au niveau des collectivités pour bien délimiter ce qui relève de la gestion des eaux pluviales strictes et ce qui relève de l'assainissement, et notamment la notion de l'unitaire. Alors, qui exerce cette compétence? Donc, dans le Code général des collectivités territoriales, on nous le dit tout de suite, la gestion des eaux pluviales urbaines relève des communes. Mais depuis maintenant quelques temps, la loi notamment de 2018, une loi de 2018 qui a été amendée en 2019, cette compétence gestion des eaux pluviales urbaines est transférée soit de manière facultative aux communautés de communes. Donc, globalement, quand on dit transfert facultatif, c'est que la communauté de communes a la possibilité de prendre cette compétence, mais elle peut aussi ne pas le prendre. Et si elle ne prend pas cette compétence, eh bien, c'est les communes qui restent compétentes en termes de gestion des eaux pluviales urbaines. Voilà. Si on est sur des intercommunalités un petit peu plus fortes, le transfert est obligatoire vers les communautés d'agglomération, vers les communautés urbaines ou vers les métropoles. Ça, on est là dans de l'obligatoire. Alors, obligatoire depuis quand? Pour les communautés d'agglomération, c'est au 1er janvier de l'année dernière. Ça a été obligatoire au 1er janvier 2020. Et pour les communautés urbaines et métropoles, ça a été dès la création de ces entités-là, de ces EPCI-là, que la prise de compétences a été obligatoire. Donc, on voit déjà qu'à l'échelle du territoire, on peut aussi avoir une sorte de diversité de l'acteur qui va gérer cette compétence. Alors, quelles sont les missions ensuite en termes de gestion des eaux pluviales urbaines? Alors là encore, le législateur nous les a définies, et quand je dis nous les a définies, il y a globalement un article dans le Code général des collectivités territoriales qui nous définit les choses. Donc c'est le R 2226.1, et donc première chose, la collectivité compétente doit définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales en distinguant les réseaux unitaires des réseaux séparatifs. Voilà, on doit définir ce qui ressort de la gestion des eaux pluviales urbaines en le dissociant bien de la partie assainissement. Et donc, on nous dit que les éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Donc, comprenez bien, encore une fois, tout ce qui va gérer les eaux pluviales strictes. Donc, voilà, la première mission de la collectivité, c'est de faire un inventaire du patrimoine, qu'elle connaisse son patrimoine sur la partie eaux pluviales. Deux autres missions sont ensuite demandées. La première, qui est de créer, d'exploiter, d'entretenir, de renouveler et d'étendre ces installations et ouvrages, c'est-à-dire globalement de les gérer, tout simplement. Et la troisième, donc de les contrôler. Voilà, de contrôler les dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. Donc on est sur une mission qui est définie, mais qui est quand même relativement floue, puisqu'on n'a pas plus d'informations que ça. Et donc il va falloir, on va le voir, bien délimiter la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, notamment vis-à-vis des autres compétences qui vont traiter de l'eau. Et avec quel financement tout ça? Alors, je vous le remets, mais on parle d'un service public administratif, d'un SPA, pour ceux qui sont adeptes des acronymes.
Qu'est-ce que c'est qu'un service public administratif? On n'a pas de budget annexe comme on aurait en assainissement. Là, c'est le budget général de la collectivité qui va contribuer au financement de la gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, on n'est pas sur un budget annexe, il n'y a pas une taxe spécifique qui est définie, c'est le budget général de la collectivité. Et donc, par quoi ça se traduit, ce budget général? Si la compétence n'a pas été transférée, eh bien, on a toute la partie fiscalité communale qui va rentrer et abonder au budget général. On a la possibilité aussi de faire jouer des taxes liées à l'urbanisme pour toute la partie urbanisation nouvelle. Je pense notamment à la taxe d'aménagement, donc qui est une taxe fixée par la collectivité compétente en urbanisme et destinée à financer les infrastructures liées à l'urbanisation nouvelle. On peut avoir évidemment des dotations de l'État et des subventions. Alors, on en reparlera après. On a aujourd'hui un certain nombre d'organismes qui vont apporter des subventions vis-à-vis de cette compétence, mais dans un cadre très strict. Voilà. Si jamais la compétence a été transférée, eh bien, la première chose qu'on a, c'est les transferts budgétaires décidés par la CLECT, par la Commission locale d'évaluation des charges transférées, donc ce qu'on appelle les attributions de compensation. On va avoir bien évidemment la fiscalité communautaire, les taxes liées à l'urbanisme, et puis, comme tout à l'heure, les dotations de l'État ainsi que les subventions. Donc voilà, on est vraiment sur un budget qui est un budget général. Et donc, si dans le budget général, on ne prévoit pas aujourd'hui de financement relatif à cette gestion des eaux pluviales urbaines, il est certain qu'on n'aura pas beaucoup de choses qui se feront derrière. Petit focus sur les aides quand même, sur la partie subvention. On a la chance aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'organismes, notamment l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui va nous apporter des aides, alors dans un cadre bien strict bien évidemment, sur les opérations liées à la gestion des eaux pluviales. Et notamment, vont être financées aujourd'hui la réalisation de documents. Alors, on en reparlera après de ces documents, mais le schéma directeur et le zonage, les études et des travaux sur de l'urbanisation existante. Je parle bien d'aide sur de l'urbanisation existante. Il n'y a pas aujourd'hui d'aide sur des urbanisations nouvelles. Et donc, toutes les études et travaux sur de l'urbanisation existante visant à déconnecter des réseaux existants, donc avec une priorité de déconnexion sur des réseaux unitaires, visant aussi à favoriser l'infiltration et visant à réutiliser les eaux pluviales à la source. Eh bien, tout ça, dans un cadre, encore une fois, assez strict, l'agence de l'eau peut contribuer et peut apporter une subvention sur le montant des travaux, le montant des études retenues. Aujourd'hui, on a un taux d'aide de 50%. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable, qui peut être poussé à 70% dans un cadre de contrat multithématique. L'agence de l'eau à Dour-Garonne est aujourd'hui présente, donc vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat et je pense qu'ils vous répondront sur les mécanismes de financement et sur la manière dont les contacter. Alors, petite aparté quand même, donc toutes ces aides sont plafonnées, voilà. Un coût plafonné à 40 € par mètre carré pris en charge, donc par mètre carré de surface active déconnectée. Et ensuite, en termes de dimensionnement, donc un coût plafonné au dimensionnement de la pluie annuelle, voilà, lorsqu'on est sur une déconnexion d'un réseau pluvial strict. Donc voilà, n'hésitez pas à bénéficier de ces aides si vous rentrez dans ce cadre-là. Aujourd'hui, les agences de l'eau sont prêtes à vous accueillir. Donc voilà pour les aides. Alors, et pour le reste du territoire, donc j'espère que vous avez à peu près
compris ce que c'était le contour de la gestion des eaux pluviales urbaines, hein, voilà. Donc c'était les taches rouges sur ma carte. Bon, j'ai éliminé les taches rouges maintenant de la carte et il reste quand même encore une bonne partie du territoire. Et donc, qui est compétent? Comment ça se passe, hein, sur ce reste du territoire? Donc, hein, je vous rappelle bien, les eaux pluviales des aires non urbaines sont exclues du champ d'application de la gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce territoire? La première chose qu'on a, on a des routes. On a des routes départementales, mais on a aussi un certain nombre de routes communales. Alors, je n'ai pas dessiné toutes les routes communales, mais il y a des routes communales un petit peu dans tous les sens. Eh bien, au niveau des voiries, les eaux de voirie restent de la compétence du service gestionnaire de la voirie, y compris si on est en zone U ou en zone AU. D'accord? Clairement, les voiries, la gestion des eaux de voirie sont de compétence voirie. Ce qui veut dire qu'il y aura forcément des interfaces à définir avec la gestion des eaux pluviales urbaines aux interfaces voirie-réseau, par exemple. Hein. La grille à valoir, qui est l'interface voirie-réseau, doit faire l'objet d'une discussion pour savoir qui est-ce qui va la gérer. Est-ce qu'elle est plutôt de la compétence haute voirie? Est-ce qu'elle est plutôt de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines? Donc, il y a des limites qui devront être déterminées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce territoire? On a un certain nombre de cours d'eau, on a des étangs, on a aussi des milieux humides, hein, des zones humides. Et là, on est sur une autre compétence qui est la compétence dite GEMAPI. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations. Donc, la compétence GEMAPI, c'est une compétence apparue en 2014, qui est une compétence qui a été donnée aux communes et immédiatement et obligatoirement transférée aux intercommunalités. Donc, quand je dis aux intercommunalités, hein, c'est aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglos, les communautés urbaines et les métropoles. Et donc, ce transfert obligatoire date du 1er janvier 2018. Donc, au moins à ce niveau-là, les communes ne sont plus compétentes. Là, on en est certain. En termes de financement, en plus, on est sur un mécanisme de financement différent puisque c'est assis sur une recette fiscale. Hein, il y a une taxe GEMAPI qui est applicable en complément des 4 taxes locales qu'on a, donc la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la contribution économique territoriale. Voilà, donc on a une taxe de 40 € maximum. Enfin bon, il y a tout un mécanisme de calcul qui permet de l'avoir. Donc on est encore sur un mode de financement et sur un mode de gestion différent. Et enfin, on a encore le reste du territoire, donc les zones agricoles et les zones naturelles. Et là, c'est encore une autre compétence, puisqu'on est sur la compétence du propriétaire terrien, tout simplement. Hein, là, on est à l'article 640 du Code civil qui nous dit que les eaux de ruissellement des aires non urbaines sont de la compétence du propriétaire foncier. Il appartient à chaque propriétaire foncier de faire en sorte de gérer les eaux pluviales de leur territoire sans aller inonder les parcelles du dessous. Alors, je noterai quand même qu'au niveau de cette compétence ruissellement, qu'il y a une possibilité d'intervention des collectivités territoriales. Alors, dans l'article L22.7 du Code de l'environnement, hein, on propose, en cas de défaillance des propriétaires terriens, que la collectivité locale puisse assurer des interventions pour la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. Bon, c'est une compétence, voilà, il faut qu'il y ait une déclaration d'intérêt général qui soit prise. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Bon, j'ai à peu près terminé les compétences en lien avec l'eau. Donc, on voit quand même qu'on a 5 compétences qui se superposent pas, mais qui s'entrechoquent, je dirais, hein, qui s'imbriquent les unes dans les autres pour la gestion de l'eau sur le territoire. Alors là, je suppose qu'il va y avoir des questions, puisque c'est quand même une partie qui n'est pas forcément facile. Anne-Paul? Oui, donc il y a plusieurs questions effectivement sur différentes thématiques. Donc la première, c'est sur le périmètre, hein, pour bien comprendre en fait quelles sont les zones urbaines et non urbanisées et comment ça se passe pour les zones qui sont en aval d'une zone urbaine ou urbanisée.
Et est-ce que donc c'est au service des eaux pluviales qui doit prendre en compte l'impact hydrologique qui est généré dans ces zones urbaines et à urbaniser? Et après, il y a donc justement cette difficulté entre les zones urbaines et périphériques, notamment par exemple sur la continuité des bassins versants à travers des zones urbaines, des canaux d'irrigation, etc. Donc, comment on fait pour pouvoir faire ce tri entre ces différentes zones? Ouais. Donc, ça, c'est la première question. Après, je te poserai les autres. Ouais, déjà, on va déjà tâcher d'essayer de répondre à ça. Alors, effectivement, hein, c'est la question compliquée, là, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer une goutte d'eau qui tombe sur une zone naturelle, qui ruisselle sur la voirie, donc qui change de gestionnaire. Dans la voirie, elle tombe dans un avaloir de réseau pluvial strict, donc elle change encore une fois de gestionnaire. Ce réseau strict pluvial se jette dans un réseau unitaire, hop, ça change encore de compétence, tout ça pour arriver dans la rivière et ça change encore de compétence. Effectivement, hein, la définition de tout ça, elle est pas, enfin, les interfaces ne sont pas précisées dans la réglementation. Voilà, c'est très flou à ce niveau-là. Donc, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est de réunir tous les acteurs autour de ces différentes compétences autour de la même table et de se fixer les limites de cette compétence. Voilà, de se fixer, que chacun dise, ben voilà, moi la grille à valoir, hein, j'ai ma route qui arrive, j'ai une grille à valoir qui permet d'alimenter le réseau dessus. Eh bien, la grille, c'est de la compétence voirie, et puis tout ce qui est sous la grille, c'est de la compétence eau pluviale. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut fixer, et notamment aujourd'hui, pour fixer ça, il faut prendre des délibérations. Voilà, il y a une délibération qui doit préciser exactement l'interface entre ces différentes compétences. Et on peut même avoir des ouvrages qui seraient multicompétences, hein. Je pense par exemple, on fait des fois des bassins de rétention des eaux pluviales qui servent aussi à gérer les inondations de la rivière d'à côté. Donc là, on pourrait imaginer sur le même ouvrage des financements arrivant de plusieurs compétences. Alors, après, clairement, aujourd'hui, en termes de périmètre, c'est les aires urbaines. Voilà, le périmètre gestion des eaux pluviales urbaines, c'est les aires urbaines. Aires urbaines, pas de définition réglementaire. Ça n'existe pas. La seule définition qu'on a, c'est dans une note d'information. Donc, vous voyez la faiblesse, on dirait, entre guillemets, réglementaire qu'on a. On est sur une note d'information, pas plus que ça. Et donc, dans cette note d'information, on nous dit il faut l'étendre au sens des documents d'urbanisme, comme les zones U et les zones AU. Voilà, point barre. Et éventuellement, s'il n'y a pas de document d'urbanisme, les zones où on est venu, de par la densification qu'on ait fait, imperméabiliser de manière importante. Et donc, ça veut dire qu'il faut effectivement le zoner. Il n'y a que ça à faire. Il faut faire une carte en disant, voilà quelle est, moi, ma compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Et ça, c'est de la discussion entre les acteurs locaux. Il ne va pas y avoir une règle nationale qui va vous dire ce qu'il faut faire. Alors ensuite, on a donc des questions qui concernent le lien avec la loi NOTRe et aussi le lien par rapport au schéma directeur pour les schémas directeurs d'assainissement notamment, et donc le lien avec ces schémas-là. Alors, je vais parler après en fait des outils qu'a la collectivité pour définir tout ça, et je vais définir effectivement ce que c'est qu'un zonage et un schéma directeur juste après. Donc peut-être que je vais un petit peu botter en touche ici, mais effectivement, dans le schéma directeur, il y a une carte qui va définir grosso modo les contours de la compétence. Ça, c'est quelque chose d'important. Je crois que j'ai zappé une des deux questions. L'autre question, c'était le lien avec la loi NOTRe. Alors, tout ça, c'est issu des lois de décentralisation, des lois NOTRe, MAPAM, etc. Voilà, c'est effectivement dans une mouvance aujourd'hui des lois de concentration des compétences au niveau des acteurs locaux. Voilà, oui. Donc après, il y a des questions sur le financement et notamment la difficulté de faire la différence entre sur quoi on impute. Donc, est-ce qu'on peut jouer sur les taxes qui sont liées à l'urbanisme, notamment pour favoriser les méthodes alternatives? Et puis aussi, est-ce que le service a un pouvoir de financement par rapport à la facture de l'eau? Est-ce qu'on peut financer par rapport à cette facture? Alors, la dernière question, c'est clairement non. La facture d'eau ou la facture d'assainissement, parce que je pense que c'est ça dont il est parlé. Je ne pense pas que ce soit la facture d'eau potable. La facture d'assainissement ne sert qu'à facturer l'assainissement. Voilà, l'assainissement, c'est l'eau pluviale et c'est l'eau pluviale.
Pardon, c'est l'eau usée, excusez-moi, et l'unitaire. Alors, il y a un tout petit mécanisme qui permet des transferts de charges, mais c'est un texte qui date des années 70 et qui est en fait aujourd'hui appliqué, mais plus personne ne sait réellement si c'est toujours légal ou pas, quoi. Alors, il y a un tout petit transfert qui peut être fait des fois, mais c'est quand même assez compliqué, quoi. Voilà, on est vraiment sur un financement de cette gestion des eaux pluviales urbaines par le budget général. Vraiment, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et effectivement, si on n'avait pas de budget eau pluviale avant le transfert à l'intercommunalité, si on avait grosso modo pas identifié ce budget pluvial et qu'on a transféré zéro, l'intercommunalité a déjà zéro en termes d'apport de la part de la CLECT, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, il va falloir qu'elle, sur ces mécanismes de fiscalité, qu'elle mette en place un budget de ce type-là. Alors ensuite, sur la question sur la partie taxe, oui, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a la taxe d'aménagement notamment, donc la taxe d'aménagement qui permet de financer les infrastructures liées à l'urbanisation nouvelle, qui peut être mobilisée, mais sur des constructions neuves, voilà, sur des ouvrages de gestion des eaux pluviales neufs. On ne va pas pouvoir, via cette taxe, venir financer de l'existant. Voilà, c'est vraiment ça la limite, quoi. Donc, une autre question sur le financement, toujours. L'entretien et la création d'avaloirs sur un réseau unitaire est donc à la charge de l'assainissement? En toute logique, on est à une interface compétences voirie, compétences assainissement. Donc, est-ce que c'est à la charge des deux? Moi, j'aurais tendance à dire sans doute que c'est à la charge des deux, voilà. Mais c'est pas à la charge gestion des eaux pluviales urbaines, ça c'est certain. On pourrait imaginer que faire l'encoche dans le robé et poser la grille soit à la charge de la voirie et le regard dessous avec la connexion vers le réseau unitaire soit à la charge de l'assainissement. Voilà, on est plutôt à ce niveau-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle, quoi. Il n'y a pas de règle. Il appartient à la collectivité de se fixer ses interfaces et donc de se fixer ses règles. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon document du GRE qui fait des propositions. Alors le GRE, c'est le groupement de recherche des Lyonnais sur cette partie gestion des eaux pluviales urbaines, et donc qui fait des propositions d'interface, voilà, en disant la grille c'est plutôt de la compétence voirie, le regard dessous c'est plutôt de la compétence assainissement, mais on est dans des plutôt, et donc il appartient en fait aux collectivités de prendre une délibération et de se fixer leurs règles. Voilà, en fonction des moyens qu'elles ont aussi, quoi. On va pas, on pourrait se dire ah bah tiens c'est un enrobé poreux donc ça sert à gérer les eaux pluviales, donc c'est de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, mais je ne pense pas que la compétence gestion des eaux pluviales urbaines soit capable de venir entretenir cet enrobé poreux. Donc il vaudrait peut-être mieux que ça reste de la compétence voirie qui a les moyens et les connaissances pour le faire, quoi. Une question plus pragmatique, c'est quoi un contrat multithématique? Alors le contrat multithématique, je vais peut-être laisser est-ce qu'il y a l'agence répondre? Est-ce que J'allais oui, venir aux Guénolé, est-ce que tu agences. peux? Voilà, Guénolé merci Guénolé de prendre la parole. Guénolé Leroux de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, c'est pas la Tour-Garonne. Pardon. Concernant les questions qui étaient posées sur les financements de l'agence de l'eau, ce que je veux bien mentionner pour que ce soit compréhensible pour tout le monde et clair, c'est que notre objectif premier, c'est de réduire le transfert des ruissellements d'eau de pluie vers les réseaux de collecte, qu'ils soient enterrés ou éventuellement superficiels dans certains cas. En priorité vis-à-vis de l'unitaire, justement pour éviter les débordements de ces réseaux unitaires avec des mélanges, mais c'est également le cas de la réduction des transferts d'eau vers les réseaux pluviaux. Donc à partir du moment où une opération permet de déconnecter les eaux pour des pluies courantes, l'agence de l'eau peut accompagner à hauteur de 50% en taux de base ces opérations, et 70% dans des contrats. Concernant ces contrats, il s'agit en fait de contrats passés avec les EPCI et compétentes en assainissement et en pluvial, et qui permettent en fait d'appréhender sur le territoire les problématiques importantes vis-à-vis des milieux. Donc on peut penser évidemment aux stations d'épuration qui présenteraient des problèmes par rapport au milieu,
de la réhabilitation de réseaux d'assainissement ou des travaux sur les économies d'eau potable. Et donc, dans ce contrat, seront tout à fait évidemment envisageables des opérations sur la gestion intégrée des eaux de pluie qui pourraient potentiellement être bonifiées à ce niveau-là. Ensuite, concernant, parce que j'ai vu la question, donc j'anticipe un petit peu également, on peut également aider les opérateurs privés, donc les très petites entreprises ou les petites entreprises ou les grandes entreprises qui auraient des projets de déconnexion d'eau de pluie. Et donc, l'Agence de l'eau pourrait accompagner au taux d'encadrement européen ces projets-là. Et juste pour compléter, on peut apporter des aides potentiellement, même sur des zones à urbaniser, dans le sens où, par exemple, sur une friche où aujourd'hui 90% de la surface serait imperméabilisée, la reprise, la requalification sur cette zone-là qui permettrait en fait de renaturer et d'infiltrer une partie des eaux permettrait d'envisager un financement de l'Agence de l'eau. Là, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions qui étaient posées. Je pense que c'était clair quoi, à ce niveau-là. Merci Guénolé. Anne-Paul, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Une, mais je pense que ce sera plutôt pour les moyens, enfin comment on fait. Voilà, donc je la garde pour un petit peu plus tard. Après, c'était plus une remarque sur la question de la responsabilité amont-aval à prendre en compte, notamment par rapport aux questions de zonage qui ont été prises. Alors, la responsabilité amont-aval, effectivement, c'est sur la partie non urbaine. Hein. Voilà, effectivement, le Code civil dit clairement que le propriétaire foncier subduo ne peut pas envoyer plus d'eau qu'il n'en coulerait naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué sur le propriétaire foncier du bas. Et le propriétaire foncier du bas n'a pas le droit de s'opposer à cet écoulement de l'eau naturelle qui arriverait de l'amont. Voilà, il y a une idée dans la réglementation en fait d'un transfert naturel et obligatoire du débit naturel avant aménagement. Dès lors qu'on va venir changer ces pratiques-là, eh bien c'est celui qui soit envoie plus d'eau, soit qui fait un obstacle à l'écoulement de l'eau, qui prend la responsabilité. Donc c'est effectivement une responsabilité amont-aval qui s'exerce en termes de gestion des eaux pluviales. Voilà, une dernière, mais je pense que, confirme-moi si elle a bien été répondue, c'est sur la taxe pour rémunérer l'exploitation des ouvrages et services aux pluviales urbaines. Voilà, oui, je pense on en a parlé de la taxe d'aménagement. Donc, je pense que toutes les questions, et après, restera celle sur les moyens. OK. Bon, parfait, très bien. Je vous propose dans ce cas-là de continuer et effectivement de continuer avec les outils de la collectivité pour adapter sa politique de gestion des eaux pluviales. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont des outils réglementaires, hein, et notamment le premier outil, c'est ce qu'on appelle le zonage pluvial. Alors, ce zonage pluvial, c'est quelque chose de relativement ancien, puisqu'il est apparu dans la seconde loi sur l'eau en 1992, donc on en parle depuis quand même relativement longtemps. Et donc, on n'est pas sur la découverte, mais on verra qu'il a été quand même généralement, pas souvent, réalisé. Alors, ce zonage eau pluviale, donc, il est issu de l'article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, on nous dit que les communes ou les groupements de communes délimitent après enquête publique les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et aussi de délimiter des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour la collecte, le stockage éventuel et tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu récepteur risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. Donc voilà, grosso modo, le territoire, on nous demande de faire une carte, je vais vous montrer un exemple après de ce que c'est qu'un zonage, de faire une carte avec grosso modo des pâtés de couleurs et une légende vis-à-vis de chacun de ces pâtés de couleurs en disant dans cette zone-là, on va plutôt travailler sur la limitation de
l'imperméabilisation, travailler sur l'infiltration parce que c'est possible. Dans cette zone-là, oulala, l'infiltration, c'est pas possible, il y a des très fortes pentes, on est soumis à d'autres contraintes, eh bien, on n'infiltre pas. Voilà, on demande tout simplement aux collectivités de définir la méthodologie avec laquelle on va venir urbaniser en gérant les eaux pluviales. Donc, on est sur un document qui est obligatoire. Voilà. Par contre, avec un certain nombre d'inconvénients, c'est que le législateur n'a pas prévu de délai de réalisation. Donc, pour un document qui est apparu en 92, quand il n'y a pas de délai, évidemment, il n'y a pas forcément eu de réalisation concrète derrière. Alors, la seule limite qu'on a vue apparaître, c'est lors du Grenelle 2 de l'environnement, à l'article 156, où on a dit que pour les communautés d'agglomération qui avaient la compétence assainissement, il y avait une date butoir au 1er janvier 2015 pour engager la démarche de réalisation d'un zonage, pas pour aboutir, juste pour engager la démarche. Sachant qu'en plus cet article n'a pas été transcrit dans le code général des collectivités, qu'il est resté un petit peu comme ça tout seul. Bon, il est passé un petit peu au travers. Donc voilà, globalement obligatoire sans délai et évidemment sans sanction. Donc bon, rarement fait. Alors, je rappellerai quand même qu'en termes de responsabilité, dans la mesure où c'est un document obligatoire, il y a une responsabilité quand même juridique de la commune qui peut être engagée en cas de problème, en cas de dégradation du milieu, en cas d'un accident sur la personne. Il y a une responsabilité juridique quand même. Alors, ce document, pour qu'il soit opposable, il faut absolument le passer en enquête publique. Un document de type zonage qui resterait juste comme ça, de manière sans appui réglementaire derrière, n'aurait aucune valeur. Donc il faut absolument le passer en enquête publique et qu'il y ait une délibération de la collectivité qui met en application ce zonage eau pluviale. Alors un exemple. Voilà, donc j'ai été chercher à Frontignan-la-Pérade la carte de zonage. Donc globalement, vous voyez, c'est une carte avec un fond de plan cadastral. Et puis ici, il y a 4 zones qui ont été définies, la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Alors, je ne connais pas personnellement le mécanisme qui a conduit à ce zonage, donc je ne fais que le montrer, soyons clairs. Et donc derrière cette carte de zonage, on a ce qu'on appelle un règlement, et dans le règlement, on a des prescriptions. Et donc voilà l'extrait, j'ai juste pris un extrait des prescriptions. Alors je ne remets pas non plus en cause est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien dans les documents que je vous montre. Je vous montre juste ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc on a des règles de dimensionnement. Le zonage pluvial et les prescriptions associées s'appuient sur un découpage du territoire communal en fonction du diagnostic des bassins versants et du caractère urbanistique des différentes zones. Les débits de fuite proposés ont été retenus pour répondre aux objectifs suivants. Prise en compte des pluies de période de retour 20 ans à 30 ans, vidange du bassin en 8 à 16 heures, décantation des pluies courantes. Voilà, on est sur des données techniques. Et puis, j'ai mis un extrait de ce qu'on nous disait sur la zone 3. Donc, sur la zone 3, cette zone comprend l'ensemble des zones urbanisées hors centre et plage et urbanisables sensibles d'un point de vue de la gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, vous voyez, une zone urbanisée et urbanisable. Elle se situe en aval du massif de la Gardiole. Dans tous les cas, le projet doit prendre en compte la gestion quantitative et qualitative de ces rejets. À ce titre, les rejets directs les rejets directs des eaux de ruissellement vers le domaine public ou dans le réseau pluvial est interdit sans mise en place de techniques alternatives, infiltration, dispersion, rétention au préalable. Voilà, donc vous voyez, on interdit dans le cadre de ce zonage le raccordement au domaine public sans avoir géré sur place les eaux pluviales. Donc globalement, tout ce qu'on va accepter, c'est un surplus d'eau qui pourrait arriver, qu'on n'arriverait pas à gérer sur place. Alors, je ne remets pas en cause du tout ce qui est écrit, mais voilà, un règlement, c'est ça, et un zonage, c'est ça. C'est une carte avec des impositions techniques sur la manière de gérer les eaux pluviales sur le territoire. Bon, il y a une suite, c'est vrai que j'avais oublié. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées directement sur le réseau d'assainissement des eaux usées s'il existe.
Et donc, une autre règle sur les urbanisations nouvelles. Enfin, pour toute urbanisation nouvelle, quelle que soit la surface, ainsi que pour toute extension de bâtiments de superficie supérieure à 150 mètres carrés d'emprise au sol, un dispositif de compensation sera dimensionné sur la base suivante. Voilà, on nous dit comment dimensionner le fameux volume de rétention qui va permettre de gérer les eaux à la parcelle. Et donc un volume de 120 litres par mètre carré imperméabilisé et un débit de fuite maximum avant surverse de 30 litres seconde hectare, etc. Voilà. Mais le débit de fuite est à éliminer en priorité sur la parcelle, en infiltration, en dispersion, en évaporation. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'important de mettre en place ces zonages parce qu'ils définissent les règles, tout simplement. Ils définissent les règles. Alors tout à l'heure, il y a eu une question aussi sur sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Alors le zonage n'est en fait qu'une partie d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Dans le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, on va aussi travailler sur la résolution de problèmes existants. On va faire un diagnostic de l'existant en vue de faire des préconisations pour le résoudre. On va regarder les perspectives démographiques, les perspectives d'urbanisation et derrière intégrer tout ça dans le rendu qui sera ce fameux zonage. Voilà, donc c'est un cadre un petit peu plus large que la simple réalisation de la carte. Il y a des phases de collecte de données, des phases de diagnostic, des phases un petit peu complémentaires, de modélisation éventuellement. Donc ça, c'est le premier document. Donc encore une fois, obligatoire depuis 1992. On a un deuxième document qui sont les documents d'urbanisme. Et notamment, on a le plan local d'urbanisme, alors qu'il soit communal ou aujourd'hui intercommunal. Ce plan local d'urbanisme, donc il est défini dans le code de l'urbanisme. Et dans le code de l'urbanisme, on nous dit que le règlement du plan local d'urbanisme peut imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, et peut aussi imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Alors ça renvoie vers des coefficients dits de biodiversité par surface, voilà, de faire en sorte en fait qu'on n'imperméabilise pas la totalité du projet et voir que cette non-imperméabilisation se fasse à travers de la végétalisation. Et donc, le règlement du plan local d'urbanisme peut tout à fait prévoir les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines. Et donc, voilà, je vous ai mis un extrait d'un plan local d'urbanisme derrière. J'aurais encore quelques petites précisions à donner dessus, quoi. Donc là, j'ai pris celui de Narbonne. Alors, j'ai été sur une zone, la zone UAA. À la partie 3, gestion des eaux pluviales. Donc, pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, il sera nécessaire pour tout projet générant une imperméabilisation sur plus de 300 mètres carrés de réaliser des installations de stockage. Ces dernières auront pour effet de ne pas accroître le débit d'eau rejeté au réseau. Les espaces de rétention à ciel ouvert, bassins de rétention, doivent faire l'objet d'un projet paysager. Les eaux pluviales dites propres, haute toiture notamment, seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain, arrosage, épandage, etc. Là encore, je ne remets pas du tout ni en cause en disant c'est parfait ou c'est nul ce qui est écrit. Voilà, c'est juste pour vous dire, on peut, dans un plan local d'urbanisme, sans aucun problème, intégrer aussi toute la partie disposition sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Et notamment, petite précision importante, donc qui nous a apporté là encore dans le code de l'urbanisme, c'est que le règlement du PLU, le règlement du plan local d'urbanisme, peut se substituer à la réalisation du zonage, donc peut délimiter en fait les zones mentionnées et faire le zonage. Donc en faisant ce PLU, on a la possibilité, en intégrant soit le zonage dedans, soit en indiquant les dispositifs relatifs à la gestion des eaux pluviales, se passer de la réalisation du zonage que je vous ai présenté précédemment. Alors, l'opposabilité de tout ça. Alors, je vois en plus, j'ai l'impression qu'il y a des questions là-dessus dans le chat, donc je vais y répondre tout de suite. L'idée pour un zonage,
pour le rendre vraiment fort, c'est soit de l'intégrer directement dans le règlement du plan local d'urbanisme, ou de le joindre en annexe du plan local d'urbanisme, mais avec une référence explicite dans le règlement. La référence explicite est importante parce que les annexes d'un document, d'un plan local d'urbanisme ne sont pas opposables. Par contre, elles le deviennent si dans le règlement on y fait référence de manière explicite. Et donc, dans ce cas-là, on rend opposable notre document lors de toute instruction au titre du code de l'urbanisme, donc lors de tout permis de construire, tout permis d'aménager, etc. Donc on a un document qui est relativement fort. Par contre, s'il n'est pas intégré dans le plan local d'urbanisme, comme je vous l'ai déjà dit, il ne devient opposable que s'il y a une enquête publique et une délibération spécifique de la collectivité qui a été prise. Et il n'est pas opposable dans le cadre de l'instruction, des instructions d'urbanisme. Il n'est opposable qu'une fois la réalisation faite, et si la réalisation faite ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le zonage, on peut là faire jouer l'opposabilité. Voilà. Donc ce n'est pas lors de l'instruction, c'est après lors de la réalisation. Alors, un exemple qui vient d'une autre région, voilà, pour vous montrer comment, si on veut intégrer un zonage dans un plan local d'urbanisme, on peut le faire. Donc, il faut, dans le règlement, y faire une référence explicite. Et là, je l'ai encadré en rouge. Donc, les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l'agglomération annexée au PLU. Voilà. En mettant cette mention-là, l'annexe devient obligatoire et opposable. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'il est plus facile de réviser un zonage que de réviser un plan local d'urbanisme. La démarche de révision d'un plan local d'urbanisme est extrêmement longue et compliquée. Un zonage peut se réviser un petit peu plus facilement avec une procédure plus simple. Et donc, on a comme ça un document qui évolue sans doute de manière un petit peu plus simple. Autre outil disponible pour la collectivité, ce qu'on appelle le règlement d'assainissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le règlement d'assainissement? Donc là, on est dans le Code général des collectivités, de nouveau. C'est un document qui définit les droits et devoirs des usagers et du service assainissement. Donc là, assainissement, c'est vraiment assainissement eau usée, vis-à-vis des conditions et des modalités de déversement des eaux usées et des eaux pluviales dans le réseau collectif. Et donc, voilà, donc on nous dit les communes et les groupements des collectivités territoriales établissent pour chaque service d'eau et d'assainissement dont ils sont responsables un règlement de service définissant en fonction des conditions locales les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers, des propriétaires. Voilà, on est vraiment sur la définition des droits et devoirs des usagers, mais aussi du service d'assainissement usé. Et donc, dans ce cadre-là, on peut tout à fait dire, voilà, moi, service eau usée, je n'accepte pas les eaux pluviales dans mon réseau, tout simplement, à travers ce règlement d'assainissement. Ce règlement d'assainissement, lui, il n'est opposable qu'aux usagers du service assainissement, c'est-à-dire qu'il n'est opposable qu'aux gens qui vont demander à se raccorder sur le réseau usé. Si on travaille 100% en infiltration, il n'y a pas d'opposabilité à ce qui sera marqué dans ce règlement. Donc un petit exemple, j'ai été chercher celui de la ville de Carcassonne. Là encore, je ne remets pas en cause ce qui est marqué dedans. Donc on a un règlement d'assainissement eau usée qui, au chapitre 4, nous parle de la gestion des eaux pluviales. 2 articles, l'article 25, la définition des eaux pluviales, et puis surtout l'article 26 qu'on va regarder, les conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales. Dans tous les cas, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'il ait été mis en œuvre sur la parcelle privée toutes les solutions susceptibles de limiter et d'étaler les apports pluviaux. Donc, grosso modo, on gère sur la parcelle, on infiltre tout ce qu'on peut, on évapotranspire tout ce qu'on peut, et il y a uniquement, une fois qu'on a fait ça, que la collectivité va accepter le surplus d'eau pluviale. Sachant que, voilà, ici on accepte des choses, mais qu'aujourd'hui on a beaucoup de règlements d'assainissement qui nous disent, aujourd'hui, moi, collectivité, je n'ai pas de financement pour la gestion des eaux pluviales, mon budget, j'ai rien prévu, et donc je n'accepte pas le raccordement de vos eaux pluviales à mon réseau.
Et donc, si vous générez de l'imperméabilisation, si vous générez des eaux pluviales, débrouillez-vous tout simplement avec la gestion de ces eaux pluviales. Donc voilà, hein, les 3 documents importants à avoir en tête, c'est le zonage, c'est le plan local d'urbanisme et c'est le règlement d'assainissement. Alors un petit dernier focus quand même pour les élus, hein, ça ne concerne que les maires, puisque le Code général des collectivités territoriales prévoit aussi un pouvoir de police du maire à ce niveau-là pour agir sur la gestion des eaux pluviales. Et donc, on est à l'article L2212 du Code général des collectivités, où on nous dit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, etc. Et comprenant notamment le soin de prévenir les pollutions de toute nature, telles que les incendies et les inondations. Voilà. Dans ce cadre-là, on donne un pouvoir de police au maire pour venir agir sur les causes des inondations. Et ce pouvoir, il est encore une fois renforcé ici, hein, donc à l'article L2212.4 du Code général des collectivités. Et on nous dit en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels visés à l'article 5, donc visé à ce que je viens de vous préciser précédemment, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de police, il a le droit d'agir dans l'urgence hein, pour venir résoudre d'éventuels problèmes d'inondation ou d'éventuels autres problèmes liés à la gestion des eaux pluviales. Alors, je sais que c'est compliqué pour les élus, hein, toujours, d'appliquer ce pouvoir de police, hein, mais voilà, sachez que, messieurs les maires, vous disposez de ce pouvoir de police. Alors bon, c'était pas la partie la plus simple, hein, je suis arrivé au bout. Je suppose qu'il doit y avoir aussi un certain nombre de questions sur ces documents qu'on a à disposition. Alors, des questions notamment pour éclaircir un peu les points. Donc, le premier, c'est est-ce que le zonage pluvial seul a une même portée que s'il était conjoint à une modification d'un PLU, donc est-ce qu'en cas de conjointe? Et ensuite, à quel moment, par rapport à la réalisation de l'aménagement, le zonage est opposable quand il n'est pas intégré au PLUI? Alors, donc ça rejoint un peu c'est à peu près la même question, quoi. Donc, grosso modo, votre zonage, pour le rendre opposable, il faut non seulement une enquête publique, mais une délibération de la collectivité. Et dans ce cas-là, il est opposable une fois que les aménagements ont été faits. Quand les aménagements ont été faits, on peut dire « Ah oui, non, il ne respecte pas le zonage, ça ne va pas ». Si on veut réellement le rendre opposable avant les constructions, donc lors des permis de construire ou lors des permis d'aménager, il va falloir l'intégrer dans le plan local d'urbanisme. Et en étant intégré soit dans le règlement, soit en annexe, avec une référence explicite dans le règlement à cette annexe-là, il va devenir opposable lors de l'instruction de toutes les procédures d'urbanisme. Alors, une autre question un peu dans le même style. Est-ce qu'en fait, on peut obliger 100% d'infiltration à la parcelle dans un règlement de PLU s'il n'y a pas de zonage pluvial préalablement fait? Oui, alors oui, on peut imposer tout ce qu'on veut. Alors après, il faut que ça reste réaliste, quoi. Hein. C'est juste ça la limite de l'exercice. Mais oui, tout à fait. Ouais. Encore une fois, la réalisation l'intégration des données sur la gestion des eaux pluviales dans le cadre du PLU peut se substituer à la réalisation du zonage. Hein. Donc ça nous est bien indiqué par la réglementation, tout ça. Faut juste rester réaliste, quoi. Hein. Il est quand même conseillé, et plus que conseillé, de s'interroger sur l'infiltrabilité de ces sols de manière à faire un zonage cohérent, de manière à faire des documents cohérents. Hein. Il ne faudrait pas en arriver à imposer l'infiltration coûte que coûte dans des terrains où on a des enjeux importants dans le sous-sol, où on ne peut pas infiltrer, etc. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre, à mon avis, d'études préalables pour être bien certain de tout ça, quoi. Une autre question sur la désimperméabilisation et la réglementation. Est-ce que la désimperméabilisation existe dans la réglementation et est-ce que c'est simplement de rendre perméables les surfaces ou alors de raccorder les surfaces imperméables à des ouvrages d'infiltration? Alors malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation soit de désimperméabiliser, soit de ne pas imperméabiliser, soit de ne pas raccorder, quoi, hein. Dans la réglementation, ça n'existe pas, sauf
et c'est vraiment un tout petit sauf. Sur les nouveaux centres commerciaux qui sont construits, sur les parkings des nouveaux centres commerciaux, qui font plus de 1000 mètres carrés, je crois, sur lequel on demande effectivement de travailler sur l'infiltrabilité des autres parkings. Voilà. Mais sinon, ce n'est que d'application volontaire de la collectivité, hein, clairement. Mais voilà, donc le fait que ça soit d'application volontaire veut dire qu'il faut quand même que les collectivités comprennent qu'aujourd'hui, on a notamment dans le sud-est des inondations importantes, que avec le changement climatique, ces inondations importantes vont sans aucun doute devenir de plus en plus fréquentes. Et donc, si on continue à tout imperméabiliser partout, on va accentuer ce phénomène d'imperméabilisation, quoi. Ça ne veut pas dire qu'en désimperméabilisant tout, on n'aura pas ces phénomènes d'inondation, parce que c'est des phénomènes qui sont historiques, quoi, hein. Les orages cévenols, quand ils tombent 300 mm en quelques heures, il y a peu de choses à faire, quoi, hein. Il faut être clair, il faut rester modeste face à ça. Mais si on peut au moins, pour toutes les petites pluies, travailler sur l'infiltration, on remettra cette eau dans le sol et on n'entendra plus parler, quoi. Voilà. Alors, ensuite, on a des questions par rapport aux moyens et notamment par rapport au règlement de gestion des eaux. Donc, est-ce qu'on parle de règlement de service de l'assainissement, mais certaines ont un règlement de service pluvial. Enfin, voilà, quel document on peut favoriser et sur lequel on peut s'appuyer pour justement limiter les compétences? Ouais, alors le règlement du service pluvial n'existe pas dans la réglementation. Donc il y a beaucoup de collectivités qui en font, hein, voilà, mais d'un point de vue entre guillemets réglementaire, il n'existe pas, donc il n'a pas entre guillemets de légalité derrière, hein. Voilà, il faut être clair, hein, les documents qui sont prévus par la réglementation, c'est ceux que je vous ai précisé avant, c'est le règlement du service assainissement. Voilà, il n'y a pas de règlement prévu de gestion du service gestion des eaux pluviales urbaines, quoi. Donc, bon, mais bon, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour ne pas préciser vos bonnes pratiques, quoi. Mais c'est sûr que d'un point de vue opposabilité, on est un petit peu plus limité à ce niveau-là, quoi. Alors, on a aussi donc des questions sur au tout départ, tu as parlé donc des proportions de collectivités. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des collectivités qui ont réalisé un zonage à l'heure actuelle? Pas à ma connaissance. Mon expérience là-dessus, c'est plutôt les collectivités qui ont déjà eu les pieds dans l'eau qui se sont posé la question et les collectivités qui n'ont jamais eu les pieds dans l'eau qui se sont jamais posé la question, quoi. C'est surtout ça. On est plutôt sur celles qui ont fait des zonages, c'est les grosses collectivités qui ont déjà subi des inondations, celles qui sont plutôt dans le bas des bassins versants, quoi, hein. Celles qui sont en haut, généralement, sont un peu plus épargnées, donc ne se posent pas franchement la question. Ensuite, on a donc des questions par rapport aux moyens. Déjà par rapport au patrimoine pluvial, comment on envisage de faire un inventaire du patrimoine pluvial? Déjà qu'on a des communes qui n'ont pas de plan de réseau. Et puis ensuite, comment on fait vivre dans le temps le règlement, notamment avec les imperméabilisations post-construction initiale, l'abandon des dispositifs, voilà. Donc, est-ce qu'il existe des choses, des exemples? Et aussi, il y a une question par rapport au contrôle, comment on fait pour le privé? Ouais. Alors, ça fait beaucoup de questions différentes là. Si tu veux, je te les répète, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Alors l'inventaire du patrimoine. Alors moi, j'étais en bureau d'études avant, donc j'ai eu l'immense chance de me lancer dans des inventaires de patrimoine. Ouais, s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a rien, c'est du travail de terrain, hein. Il faut être clair, hein, il va falloir aller sur le terrain, dans chaque rue, soulever tous les tampons, relever tout ce qu'on peut relever, et puis voir si c'est du pluvial, si c'est de l'unitaire, si c'est de l'assainissement. C'est un gros travail, mais qui est préalable à toute prise de compétence. Enfin, encore une fois, si on ne connaît pas son patrimoine, on n'est pas prêt de l'exploiter. Donc, quand on parle de la prise de compétence gestion des eaux pluviales urbaines, hein, la première chose qui est demandée par le législateur, c'est de connaître son patrimoine. C'est logique, quoi. Mais c'est un gros travail et qui nécessite des moyens importants, hein, parce que s'il faut arpenter tout son territoire, c'est un travail de très longue haleine. Et honnêtement, on en découvre tous les jours, hein. Je pense que même ceux qui ont des plans de réseau découvrent tous les jours des ouvrages qu'ils ne connaissaient pas, qui découvrent tous les jours des choses complémentaires, quoi.
Donc c'est du temps homme, voilà, c'est des moyens humains, c'est pas forcément beaucoup de moyens techniques si ce n'est pour faire un relevé, mais c'est beaucoup de temps humain. Ouais. Puis j'ai oublié les autres questions. Hein. Alors, les questions, c'était sur comment on maintient, en fait, dans le règlement, dans le temps, notamment par rapport à la construction initiale et l'abandon des dispositifs au fur et à mesure. Alors ça c'est vrai que notre réglementation aujourd'hui, grosso modo, c'est du contrôle, enfin quand je dis c'est du contrôle, hein, c'est des vérifications au niveau des permis de construire. Hein, voilà. Sachez qu'on n'a pas le droit de pénétrer en domaine privé pour aller contrôler des installations de gestion des eaux pluviales. Hein, ça n'est pas précisé par la réglementation. Il n'y a pas un droit de contrôle en domaine privé qui est donné. Ça veut dire que si a posteriori la personne vient urbaniser plus, bon, alors peut-être qu'au droit du code de l'urbanisme, on pourra faire des choses. Là, je ne suis pas tellement spécialiste, je pense même qu'on doit pouvoir faire des choses, mais en tout cas, au titre de la partie gestion des eaux pluviales, on ne peut pas le faire. La seule chose qu'on a réellement le droit de faire, c'est si on a une boîte de branchement en domaine public, boîte de branchement reliée au réseau pluvial, de venir vérifier qu'il n'y a pas d'eau pluviale, ou que la quantité d'eau pluviale qui arrive est correcte par rapport à ce qu'on imagine. Et on a le droit aussi d'aller dans la boîte de branchement d'assainissement eau usée et de vérifier qu'il n'y a pas d'eau pluviale qui arrive. Voilà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un droit de pénétrer en propriété privée pour la partie gestion des eaux pluviales urbaines. Alors qu'on l'a, par exemple, en assainissement non collectif. Hein, le SPANC a un droit, voilà, bon, moyennant toute une procédure, mais il y a un droit de pénétrer en domaine privé. Alors, une autre question par rapport au pluvial et le lien avec tout ce qui est risque. Lorsqu'on réalise des cartographies d'aléas ruissellement dans le cadre d'un schéma directeur pluvial, est-il possible de réglementer la constructibilité dans le règlement d'assainissement? Ça, c'est la première question. Et donc, quelles sont la différence entre les gestions sur les PPRI notamment? Alors, les règles de constructibilité, ce n'est pas dans le règlement d'assainissement, hein, ça sera dans le plan local d'urbanisme. Mais oui, il y a tout intérêt à articuler tout ça. Alors en fait, là, on est en train de parler de différents niveaux de pluie aussi. Alors on parle aujourd'hui de niveau de gestion de pluie parce qu'on ne va pas pouvoir gérer les petites pluies de la même manière que l'orage méditerranéen. Il va falloir qu'on vienne dans notre manière de gérer tout ça, on vienne mettre des graduations. Et notamment, voilà, c'est en lien aussi avec les plans de prévention des risques inondations, les PPRI. Aujourd'hui, ce qu'on demande globalement, c'est d'infiltrer tout ce qu'on peut et au moins les petites pluies les plus courantes. Voilà. Assez souvent aujourd'hui, quand vous avez un terrain enherbé, les pluies les plus courantes, elles ne ruissellent pas, on n'en entend pas parler. Donc, après urbanisation, on va essayer de continuer au moins à urbaniser ces petites pluies. Ça, c'est ce qu'on a à infiltrer, ces petites pluies. C'est ce qu'on appelle le niveau 1. Ensuite, on peut demander un niveau de gestion 2 où on va dire on n'arrive pas tout à infiltrer, on va stocker une partie complémentaire avant de le relarguer de préférence vers le milieu naturel, à défaut vers le réseau, de manière à ce que ça ne provoque pas de débordement sur le réseau de la collectivité. Voilà, là, on est sur des pluies d'un niveau un petit peu plus fort, ce qu'on appelle le niveau 2. Et à partir de là, on va arrêter la gestion à la parcelle. On va passer sur un niveau 3 où c'est la collectivité qui va, elle, essayer de gérer un niveau de pluie un peu plus fort sans provoquer d'inondation. Donc, en prévoyant dans son urbanisme des zones inondables, en prévoyant, voilà, peut-être que c'est les rues qui font faire office de collecteurs pour amener l'eau dans des zones sans enjeu. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le niveau 4, hein, c'est les pluies exceptionnelles, hein, c'est vos orages méditerranéens, où là, techniquement parlant, il faut rester modeste, on ne sait pas faire grand-chose, on n'arrivera pas à infiltrer ces eaux pluviales, en temps réel, il ne faut pas l'imaginer, on n'arrivera pas non plus à les gérer. Vous avez mis la quantité d'eau qui tombe, déjà toute la ville est inondée, alors s'il fallait faire rétention, ça serait absolument impossible. Et c'est là les documents d'urbanisme, et notamment dans le cadre du plan de prévention du risque inondation, qu'on doit adapter notre urbanisation pour laisser passer ces écoulements sans provoquer
provoquer de dégâts humains, voilà, sans provoquer de mort. On n'est pas dans ne pas provoquer de dégâts matériels, on est dans ne pas provoquer de dégâts humains. Effectivement, ça passe par de l'urbanisme, du plan de prévention du risque inondation. Ouais. Une question directe pour l'Agence de l'eau. Est-ce que l'Agence de l'eau propose des aides pour accompagner les collectivités pour mettre à jour la connaissance de son patrimoine et notamment le patrimoine pluvial? Je propose d'y répondre. Ah, Donc effectivement, l'Agence de l'eau, que ce soit pour l'assainissement, le pluvial ou l'eau potable, peut accompagner à hauteur de 50% les inventaires de patrimoine. Alors à une occurrence raisonnable, hein, on ne va pas financer voilà, des mises à jour très régulières. Voilà, un pas de temps de l'ordre, j'aurais tendance à dire, de 10 ans. J'en profite, puisque j'ai la parole, pour mentionner aussi un complément sur notre dispositif d'aide, dans la mesure où je pense que vous avez compris que la gestion intégrée des eaux pluviales peut se faire uniquement dans le cadre transversal sur une collectivité, parce qu'on a vu que ça touchait la voirie, l'urbanisme, le service pluvial, l'assainissement. Et l'Agence de l'eau peut accompagner financièrement du temps d'animation au sein des collectivités qui sont compétentes sur ces sujets-là à hauteur de 50%. Voilà. ok, merci Guénolé. Donc, oui, la dernière question concerne en fait la première partie. Donc, je ne sais pas si tu vois, c'était sur les taxes encore, pour savoir quelles taxes ou moyens permettent de faire participer les producteurs à l'exploitation et entretien des ouvrages, c'est-à-dire au fonctionnement. Ou est-ce qu'il existe une taxe plus exactement pour aider au niveau de l'entretien et du fonctionnement de Non. tout ce qui est... Non, là on est sur le budget général. Non, il n'y a pas de taxe à ce niveau-là. La seule taxe qui existe, c'est pour de la construction de choses neuves, quoi. Non, sur l'entretien et le... Non, une fois que c'est construit, c'est le budget général qui va devoir y contribuer. Ouais. C'est l'impôt, quoi. Nous avons répondu à toutes les questions. Ok, ça marche. Et ben quatrième partie dans ce cas-là pour bon c'est plus ludique, hein, voilà, c'est grosso modo bon ben, compte tenu de tout ça, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui en termes de bonnes pratiques, hein, voilà. Donc c'est des photos, hein, voilà, tout simplement, ça va être je dirais plus simple. Donc la première chose, vous l'avez compris, c'est notre manière d'urbaniser, c'est notre imperméabilisation qui va nous générer des eaux pluviales de manière importante. Donc favorisons au maximum la non-imperméabilisation, aussi bien dans le cadre de projets neufs que dans le cadre de renouvellement urbain. Donc là, on est sur une petite commune qui est sur la place de l'église. Vous voyez, les 6-7 places de parking qui ont été réalisées sont prévues de manière non imperméabilisée et permettent d'infiltrer au moins une grande partie de la pluviométrie annuelle. Toutes les petites pluies, hein, on n'en entend pas parler. Effectivement, les pluies de manière très très forte, hein, les pluies très fortes risquent de ruisseler quand même et il faut y réfléchir, mais voilà, dans le cadre de l'urbanisme général. Donc, autre illustration, là, c'est plutôt sur un parking de supermarché, où compte tenu des enjeux de circulation, on a des enrobés hein, qui ont été mis en place, donc des surfaces imperméables, mais qui sont pentées vers des surfaces perméables, qui sont les surfaces un peu moins sollicitées, les zones de stationnement. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de travailler au maximum à de la non-imperméabilisation sur des projets neufs. Et évidemment, lors de renouvellement urbain, eh bien, là encore, travailler sur de la non-imperméabilisation. Ici, on est sur une place de village, de ville, pardon, hein, sur lequel, qui était intégralement en enrobé et qui a été décapé et transformé avec un certain nombre de matériaux. Alors les matériaux sont peut-être discutables, etc., mais un certain nombre de matériaux perméables. Et donc cette place aujourd'hui ne génère quasiment plus d'eau pluviale pour le système d'assainissement. Donc là, on est à Lyon, là, on est sur une place encore plus forte, hein, puisqu'on est sur une zone d'échange multimodal où vous avez la gare, le métro, la voie bus, les bus, pardon, la zone bus, les zones de dépose minutes, etc. Et toute cette place ici est une place perméable et donc qui permet de renvoyer les eaux vers le sol, tout simplement.
Deuxième point important, donc on en a parlé en introduction, hein, plus on va concentrer les eaux pluviales, plus on a des problèmes de quantité et de qualité à gérer. Donc l'idée, c'est de travailler sur une non-concentration des eaux pluviales. Donc de faire en sorte que les espaces de gestion soient suffisamment grands et que l'eau arrive de manière suffisamment diffuse dans ces espaces pour ne pas avoir les contraintes de pollution et de quantité. Ensuite, en termes de cadre de vie, c'est sûr que ça permet d'aérer un petit peu notre paysage et puis surtout d'avoir, comme on le voit ici, de la végétalisation des arbres et donc je dirais un agrément, un cadre de vie quand même un peu plus sympathique. Alors ici, hein, voilà un autre petit projet. Là, on est sur une zone, un bâtiment intercommunal. Voilà, c'est un centre de spectacle, hein, où l'intégralité des eaux pluviales de la voirie sont gérées ici par ces petits espaces, hein, qui sont des noues avec des tranchées d'infiltration dessous. Bon, on ne va pas rentrer dans du technique, hein, mais qui sont végétalisées et qui permettent de gérer les eaux pluviales. Voilà, c'est quand même, pour moi, d'un aspect quand même beaucoup plus sympathique qu'une grille à valoir et un réseau enterré. Et en termes de gestion, c'est quand même plus simple à gérer qu'un tuyau qui serait dans le sol. Donc voilà, toujours dans ne pas concentrer les eaux pluviales. Donc on peut aussi montrer des contre-exemples, et j'aime bien montrer des contre-exemples. Ici, on est sur des noues, hein, voilà, des noues d'infiltration qui sont très intéressantes, sauf qu'elles vont venir rassembler toutes les eaux de voirie qu'on a ici sur la partie droite, hein, de l'écran. Toutes ces eaux voiries vont être concentrées via ici un petit caniveau qui les amène dans la noue. Et quand on regarde au niveau de la noue d'infiltration, on se retrouve avec un point de concentration de pollution important et un risque de pollution important. Donc dites-vous bien, quand on travaille, voilà, c'est pas parce qu'on fait de la technique alternative en infiltration qu'on fait toujours des choses qui sont parfaites. Il faut, dans la mesure du possible, faire en sorte que les eaux pluviales arrivent de manière très diffuse, hein, dans toutes nos techniques. Et puis voilà, encore une fois, favoriser l'infiltration. Alors, si possible, infiltrer toutes les eaux pluviales. Encore une fois, j'ai bien dit si possible, hein, il n'est pas toujours possible de tout infiltrer. Donc là, on est sur un parking d'un supermarché, penté vers le bâtiment, et en travers de la pente, on a ici des dispositifs d'infiltration tout le long, et le parking ne possède aucun avaloir, hein, tout est infiltré par ces petites zones-là. Et si on ne peut pas tout infiltrer, alors là, pardon, j'avais oublié que j'avais cette photo, là on est dans un monde un petit peu plus urbain, une voirie nouvelle, et tout le long de la voirie, tout est penté vers ces espaces ici de stockage et d'infiltration des eaux pluviales. Là, tout est infiltré aussi. Et si jamais on ne peut pas tout infiltrer, eh bien pensez au moins à infiltrer le plus possible, hein, je dirais toutes les petites pluies aujourd'hui devraient pouvoir être infiltrées sans problème, les pluies courantes, hein, voilà. Et donc ici, j'ai un dispositif d'infiltration avec un trop-plein. Si la pluie devient trop forte, eh bien j'ai un trop-plein avec un exutoire, hein, qui est trouvé pour évacuer le surplus d'eau. Bon, à titre d'illustration, j'aime bien le signaler, mais aujourd'hui, à Paris, hein, dans Paris Intramuros, il est obligatoire sur tous les nouveaux projets de travailler à la déconnexion des premiers millimètres de pluie. Et l'objectif, c'est de déconnecter des réseaux les 16 premiers millimètres de chacune des pluies. Et en faisant ça, la ville de Paris va supprimer 70% des eaux pluviales qui arrivent dans son réseau d'assainissement aujourd'hui. Voilà. Donc 16 mm, ce n'est pas énorme, hein, et on a derrière des effets extrêmement importants. Hier, je travaillais là-dessus avec la ville de Limoges, et en supprimant les 10 premiers millimètres de toutes les pluies, on va supprimer de l'ordre de 80% des jours de pluie. Voilà, 80% des jours de pluie n'arriveront plus dans le réseau si la ville de Limoges se dit je vais préconiser une infiltration ou une gestion à la parcelle des 10 premiers millimètres de pluie. Voilà. Encore une fois, on parle de petites pluies. Il faut bien penser que les pluies les plus importantes, les orages méditerranéens, il va falloir les gérer de manière un petit peu différente grâce à notre urbanisation.
Voilà, bon, contre-exemple de nouveau, on est passé pas loin, hein. On a fait les espaces de gestion des eaux pluviales, mais la borduration qui a été mise en place ici empêche toute circulation de l'eau vers les zones d'infiltration, donc nécessite derrière la mise en place de réseaux, la mise en place de volumes de rétention, etc. Gérer l'eau en surface, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que déjà, c'est beaucoup plus simple, hein, de faire en sorte que l'eau de ruisselle de surface, ça coûte moins cher, hein. Il n'y a pas besoin de l'envoyer dans le sol. Il n'y a pas on mettra plus de caniveaux, plus de grilles à valoir, plus de borduration. Voilà, laisser passer l'eau vers des techniques de surface, c'est beaucoup moins cher. Et puis derrière, à entretenir, c'est beaucoup plus simple, hein. Je ne dis pas que ça coûte rien. Ici, sans doute qu'il faudra venir entretenir les espaces verts régulièrement. Mais avant, si on avait mis des avaloirs et un réseau, il fallait curer les avaloirs régulièrement, curer le réseau régulièrement. Et ça a un coût et un coût non négligeable aussi. Voilà. Donc gérer l'eau de surface. Donc là, vous voyez d'autres techniques avec des revêtements de surface qui sont végétalisés sur un parking et qui permettent de venir gérer les eaux pluviales. Là, on est sur un parking qui est relativement bien fréquenté, hein. Il y a des voitures sur toutes les places tous les jours et qui donnent toute satisfaction, aussi bien en termes de résistance de la végétation. Voilà. C'est sûr que dans un contexte méditerranéen très chaud, il faut bien choisir sa méthode pour végétaliser. Et qui tient ici très très bien, quoi. Et ensuite, vous l'avez compris, hein, j'arrête pas de dire le mot, mais végétaliser, 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 végétaliser. C'est une des règles aujourd'hui qui s'applique dès qu'on peut, hein, mettre en place de la végétation. Voilà, elle boit l'eau, elle aime l'eau, elle se développe grâce à l'eau, elle va nous faire ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur, réduire très ponctuellement la température de quelques degrés, et puis nous faire de l'ombre, hein, quand on travaille sur des arbres, et donc là encore réduire de manière importante la température. Quand on fait des mesures de température, hein, notamment des essais de thermographie infrarouge sur des espaces comme ça, on a en période chaude plusieurs degrés, voire presque une dizaine de degrés de différence entre les zones végétalisées et les zones qui ne sont pas du tout végétalisées. Donc il y a un apport non négligeable. Voilà, donc là, peut-être une végétalisation excessive, me diront certains, mais c'est la volonté de la collectivité de laisser pousser cette végétation pour favoriser la biodiversité, et puis changer un petit peu du paysage urbain habituel. Voilà. Et enfin, le dernier point important, c'est la mutualisation des espaces. C'est de faire en sorte qu'on ne fasse pas de la gestion des eaux pluviales pour de la gestion des eaux pluviales, hein, de faire des bassins de rétention profonds, clôturés et voire dangereux, parce que dangereux, c'est de faire en sorte que notre urbanisme s'intègre avec la gestion de l'eau. Donc là, on est en Seine-Saint-Denis, on est dans un environnement très très dense d'un point de vue urbanisme. Le square avec les jeux pour enfants sert aussi ici à gérer les eaux pluviales des bâtiments qui sont contigus, hein. Il y a une petite passerelle ici qui passe au-dessus de l'espace de gestion des eaux pluviales et donc qui permet d'accéder au square pour les enfants. C'est intégralement ouvert. C'est des choses. Les hauteurs d'eau sont faibles. Il y a très peu de danger et on fait ça de manière très courante aujourd'hui. Un autre exemple ici, donc là où on est plutôt à Lyon, avec un gros bassin de rétention des eaux pluviales, mais qui sert, comme il n'y a jamais d'eau dedans, en temps normal, de terrain de foot. Voilà. Et donc, globalement, on le voit, la gestion des eaux pluviales, c'est effectivement une affaire de technicien de gestion des eaux pluviales, mais c'est aussi une affaire d'autres compétences, hein, la compétence urbanisme, la compétence voirie, la compétence espace vert. C'est aujourd'hui quelque chose qui doit être multithématique au sein des collectivités et qui doit faire l'objet d'une réflexion importante et d'une interaction entre les différents services. Donc voilà, j'ai terminé. Je suppose qu'il y a quelques questions. Oui, tout à fait. Donc, la première concerne la végétalisation. Peut-on préconiser des plantes dépolluantes? Alors, il y a des essais qui sont faits de ce qu'on appelle de la phytoremédiation. Donc, c'est qu'effectivement, il existe des plantes qui ont des particularités qui sont de concentrer un certain nombre de polluants dans leur rhizome ou dans leur partie végétative.
Cependant, il faut quand même mettre des limites à ça. Ça, c'est issu de ce qu'on fait en assainissement, où en assainissement, on a des roseaux qui vont être capables de transformer la matière organique en matière végétale. Nous, ce qu'on récupère en eau pluviale, il y a de la matière organique, soit, mais il y a aussi beaucoup d'autres polluants. Et donc, même si la plante vient concentrer ces autres polluants dans ses rhizomes, elle ne va pas s'en nourrir, elle ne va pas les transformer. Ce qui veut dire qu'à la mort de la plante, ou au moment où on vient la faucher, on a un risque non négligeable d'avoir toujours cette pollution et de ne pas quoi savoir faire de ces plantes, quoi. Donc voilà, prudence quand on parle de plantes dépolluantes, on est plutôt aujourd'hui sur des plantes qui vont venir concentrer les polluants à l'intérieur d'elles, hein, voilà, donc pas les transformer. Ensuite, on a une question sur la place, quelle place sur la place des paysagistes concepteurs dans les projets de désimperméabilisation. Alors, comment les intégrer ou à quel moment? pour moi, c'est dès le début. Voilà, ils ont une place qui est prépondérante aujourd'hui, hein, qui doit être fondamentale, hein. Voilà, c'est eux qui doivent aussi guider la manière d'aménager et on doit les intégrer dès le début du projet. Parce que si moi je suis purement technicien, hein, je pars en faisant un bassin profond de 3,50 m avec des pentes de talus de 1 pour 1, le paysagiste, il aura beau être aussi bon qu'il veut, il n'y a pas grand-chose qui va pousser dans un bassin comme ça, hein. C'est au contraire la discussion avec le paysagiste qui va me faire changer moi d'avis en disant bah oui, pour que les plantes poussent, il faut que j'ai plutôt des petits niveaux d'eau, il faut plutôt que, puis pour le rendre accessible, il faut que je discute avec l'urbaniste qui va dire ah ben il y a des contraintes PMR, on aimerait mettre des jeux pour enfants, voilà. C'est vraiment aujourd'hui quand on travaille sur des espaces comme ça une co-conception entre tout un tas de services et tout un tas de compétences, quoi. Voilà. Et donc oui, les paysagistes concepteurs ont plus qu'intérêt aujourd'hui à être intégrés le plus en amont possible dans la réflexion des projets. Et enfin, une question sur quelles sont les solutions de réduction de pollution des eaux pluviales à l'amont. Alors, globalement, en fait, à l'amont, la concentration en polluants est extrêmement faible. Alors, je m'explique. Si on prend 1 m² de sol, que la goutte d'eau qui tombe dessus s'infiltre tout de suite, quelle est la concentration en pollution qu'elle va avoir? Elle va être négligeable. Et donc, si j'arrive à infiltrer tout de suite ma goutte d'eau, je ne vais pas avoir de problème de pollution à gérer. Là où je vais avoir mes problèmes de pollution à gérer, c'est si je commence à faire ruisseler les eaux en surface, que je commence à les concentrer dans des organes très spécifiques. Et là, c'est plutôt plus compliqué, hein. Venir dépolluer ne va pas forcément être simple. Donc, la meilleure méthode de dépollution, c'est en fait aujourd'hui la non-concentration. Voilà, c'est vraiment la meilleure méthode qu'on ait. Et juste une remarque, ne pas négliger également la pédagogie et la communication sur les espaces multi-usages afin de sensibiliser les habitants. Alors, oui, je ne peux rien dire, hein. Là-dessus, d'autre que ça, effectivement, hein, c'est quelque chose de fondamental. En faisant des techniques telles qu'on en parle, on va remettre l'eau en surface, on va remettre l'eau au contact avec les gens. Il ne faut pas oublier que les gens ont aujourd'hui complètement oublié que quand il pleut, il y avait de l'eau, hein. Enfin, voilà, l'eau disparaît comme par miracle dans nos réseaux. Et c'est vrai qu'il va falloir communiquer, sans doute faire des réunions de concertation avant la réalisation des projets pour leur dire ce qu'on veut faire, discuter avec eux, comprendre quelles sont leurs perceptions des choses pour que ça s'intègre bien dans leur urbanisme et qu'ils comprennent bien la finalité de tout ça. Ça, c'est certain. Et comme le disait Guénolé tout à l'heure, c'est des choses qui sont aujourd'hui financées par les agences de l'eau, hein. Cette partie communication, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On va avoir des questions du est-ce qu'il n'y aura pas des moustiques, est-ce qu'il n'y aura pas, voilà, les questions, je veux dire, elles sont nombreuses et légitimes, hein, pour les gens qui ne connaissent pas du tout toutes ces techniques de gestion. Voilà, nous avons fait le tour des questions actuelles. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Comment donc favoriser l'utilisation des eaux pluviales pour les usages non alimentaires et existe-t-il des aides? Alors, favoriser l'utilisation, donc c'est la réutilisation, je pense, hein, la réutilisation des eaux pluviales. Je pense que parce que quand on parle d'usage non alimentaire, je pense qu'on va être dans la réutilisation des eaux pluviales. Alors aujourd'hui, on a une réglementation qui est assez stricte, hein, en termes de réutilisation des eaux pluviales. Extérieur bâtiment,
autant que vous voulez pour tous les usages que vous souhaitez. Intérieur bâtiment, on va être extrêmement contraint. Voilà, il y a des caractéristiques techniques très strictes. Les usages, ça va être la machine à laver, le lavage des sols et puis les toilettes, et c'est tout. Et pour la machine à laver, on va nous demander de mettre en place des dispositifs de traitement adéquats. Voilà, donc il y a quand même des contraintes très très fortes. Un double réseau, c'est-à-dire que le réseau d'utilisation d'eau de pluie doit être physiquement séparé du réseau d'eau publique pour éviter d'éventuelles contaminations. Donc on est sur des installations quand même relativement lourdes. Et donc, les favoriser, déjà, pour moi, favoriser, c'est bien expliquer aux gens ce qu'ils ont le droit de faire. Et ça, je pense que c'est sans doute compliqué. Parce que, voilà, aujourd'hui, on peut acheter n'importe quoi en termes de moyens de bricolage et puis bricoler enfin, voilà, des installations qui sont un peu aberrantes. Et après, le favoriser, ça ne passera que par des préconisations dans le cadre des documents d'urbanisme. Il va falloir dire dans les documents d'urbanisme, nous vous demandons de stocker les 3 ou 4 mètres cubes d'eau de manière à pouvoir arroser votre jardin, de pouvoir, voilà, et de bien préconiser toute la réglementation derrière, quoi. Voilà, c'est difficile de dire qu'on va que préconiser des choses. Là, il faut l'imposer si vraiment on le veut, quoi. Il faut bien réfléchir au coût quand même que ça engendre derrière, quoi. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ouais, donc je vois dans le chat effectivement donc le document fait par Plantécité sur les revêtements perméables qui est effectivement très très intéressant, quoi. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Alors, conclure par quoi? On a fait un premier rendez-vous aujourd'hui et la suite, quoi, hein. Qu'est-ce que c'est la suite derrière? Donc, on vous propose une première suite qui est du retour d'expérience. Voilà, donc moi là, j'ai beaucoup parlé et je vous propose qu'on se retrouve le mardi 6 juillet avec des retours d'expérience de collectivités qui ont mis en place des démarches donc de gestion intégrée des eaux pluviales et qui ont réalisé un certain nombre d'ouvrages. Donc, on aura 2 retours d'expérience. Alors, c'est en train d'être calé, donc je ne peux pas encore dire quelles seront les collectivités, mais globalement, on aura 2 retours d'expérience, un plutôt en milieu urbain dense et un plutôt en milieu rural. Voilà. Et puis, deuxièmement, nous allons vous envoyer, vous allez trouver dans le chat un lien vous permettant de répondre à un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. Mais ce n'est pas ça la partie la plus importante. La plus importante de ce questionnaire, c'est la partie attente. Quelles sont, vos attentes vis-à-vis de ce qu'on vous propose aujourd'hui en termes de gestion des eaux pluviales? Et donc, dites-nous-le, ça nous permettra de vous proposer derrière des animations qui correspondent à vos attentes. Donc voilà, j'attends beaucoup en termes de votre retour sur les attentes. Alors, je vois une question, le webinaire du 6 juillet sera-t-il également enregistré? Oui, tout comme celui-là, il sera enregistré et il sera mis en disposition en replay pour tous ceux qui sont inscrits. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai maintenant terminé cette présentation. Alors, on a pas mal dépassé de l'heure, donc il y a eu pas mal de questions. C'était très, très intéressant. Je vous remercie de votre participation. Je vous mets une adresse contact tout en bas si vous avez des questions à nous poser suite à cet échange. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous et puis merci à mes collègues qui ont participé à ce webinaire. Merci à Guénolé aussi qui nous a apporté ses réponses. Bonne journée à tous.